Voilà, bonsoir. Bienvenue. Nous allons inaugurer l'exposition sur l'Ouest lausannois, pièce à conviction, une périphérie prend forme. Je vous souhaite à tous une excellente bienvenue ce soir. Je salue aussi la présence des syndics des communes de l'Ouest qui nous font l'honneur de leur présence. Et beaucoup d'acteurs de cette région qui seront présents dans l'exposition. Le semestre dernier, à Archizoom, nous étions à Las Vegas, dans les années 60, pour observer une ville en mutation à travers le regard de Venturi et Scott Brown. Ce soir, et pendant tout le semestre de printemps, nous nous rapprochons dans le temps et dans l'espace pour observer ici et maintenant une ville qui se crée et qui a, comme Las Vegas, beaucoup subi le tout automobile. Différemment pourtant, parce que, effectivement, de façon plus dramatique, vu que l'Ouest était une voie de passage également depuis la fin des années 60. Mais la comparaison s'arrête là. Lausanne-Ouest a une toute autre complexité. Elle n'est pas aux mains d'une poignée de gangsters comme la ville américaine. Du coup, il y a de la place pour tout le monde. Il faut, bien heureusement d'ailleurs, composer avec cette mixité. Aujourd'hui, on a passé du tout automobile au tout développement durable. Et surtout, on passe d'une méthode pour analyser la ville, avec Venturi Scott Brown, à une méthode de fabrication de la ville avec le SDOL. Avant de passer la parole à nos orateurs de ce soir, qui, pour mieux comprendre ces phénomènes, j'aimerais remercier les personnes qui ont réalisé l'exposition, pièce à conviction. Tout d'abord, Ariane Widmer et Laurette Cohen qui en ont fait la proposition. Puis Yuri Kravchenko qui signe la scénographie. À propos de Yuri, il vient de terminer son master en architecture. Il était venu l'été dernier à Archizoom pour demander s'il y avait un job d'été. Et il a été bien inspiré parce que ce petit job s'est transformé en 2 très belles expositions. Il a travaillé avec Lorenz Breitling et Andreas Pittler, que je remercie pour leur investissement sans faille dans le montage de l'exposition. Et Pièce à conviction a été conçue en étroite collaboration avec le géographe Benoît Bieler du bureau du SDOL et le graphiste Giorgio Pesce de l'atelier Poisson. Merci aussi à tous nos sponsors. Ils sont nombreux, donc plutôt que de tous les citer, je les fais apparaître à l'écran. Ces donateurs ont aussi soutenu l'édition du livre « L'Ouest pour Horizon ». Ils sont nombreux car il y a beaucoup d'acteurs politiques et économiques dans l'Ouest et nous sommes très heureux de leur implication et de leur soutien financier dans ce projet. Un mot encore sur le programme de conférence qui aura lieu tout au long du semestre. Nous allons commencer avec Vittorio Lampugnani, qui m'a dit vouloir parler contre la périphérie et en faveur de l'extension des centres-villes denses, avec une démarcation nette entre ville et paysage. Les débats s'annoncent intéressants. Ensuite, le 28 mars, Emmanuel Jalbert et Astrid Hervieux, qui s'exprimeront brièvement ce soir, mais reviendront donc pour nous parler plus en détail de leurs projets d'urbanisme et de paysage. Olivier Mongin, philosophe, directeur de la revue Esprit, auteur entre autres du livre « La condition urbaine, la ville à l'heure de la mondialisation », paru en 2005, et finalement Pierre Bélanger, professeur à Harvard, il est québécois, il enseigne le paysage, les infrastructures et l'urbanisme, et il est membre du Harvard Project on the City, dirigé par l'architecte et urbaniste Rem Koolhaas. Mais notre prochain rendez-vous est déjà pour demain, à 18h30, puisque dans l'exposition aura lieu une Pechakucha spéciale. Les conférences Pechakucha rassemblent aujourd'hui près de 500 villes dans le monde. Et pendant toute cette semaine, une Global City Week, comme vous voyez à l'écran, est organisée. Nous sommes très heureux de participer à ce grand rendez-vous international en célébrant la ville de l'Ouest lausannois qui prend forme grâce à ses acteurs, à la créativité
de ces acteurs. Nous aurons la chance d'entendre Marianne Huguenin, syndic de Renan, Luc Chessé, photographe, Sarah Neumann de la Manufacture, l'école de théâtre, l'architecte Laurent Saurer, Caroline Dionne et Cédric Van der Poel qui ont créé l'espace Tilt, et Jean-Marie Boursicot de la Nuit des Publivores. Ces mini-conférences donc auront lieu dans la salle de conférence de l'espace d'exposition. Voilà, j'en ai fini avec les présentations. Je vais maintenant passer la parole à Ariane Widmer. Ariane est architecte. Elle a été responsable de la cellule des agglomérations au service de l'aménagement du territoire de l'État de Vaud. Puis, elle était chef design et adjointe du directeur technique de Expo 02, puis chef de projet pour la reconstruction du Parlement vaudois sur le site Perregaux et le nouveau musée des Beaux-Arts à Lausanne. Depuis 2003, elle est chef de projet pour la mise en œuvre du schéma directeur de l'Ouest lausannois, donc le fameux SDOL. À part ça, Ariane a un peu perdu la voix. Je la remercie beaucoup d'être quand même venue ce soir et je te passe néanmoins la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, effectivement, je pense, je ne sais pas si c'est une voix de rockeuse ou de fumeuse, mais voilà, on passera à l'ouest avec cette voix et puis peut-être dans cette ambiance. Il m'a été donné 10 minutes pour raconter un peu plus de 10 ans de vie du SDOL, ou du schéma directeur de l'Ouest lausannois. Je vais donc être brève et surtout tenter de mettre en lumière les principaux jalons du projet. Depuis le début, le SDOL a fonctionné comme un laboratoire pour les nombreux acteurs impliqués dans les questions territoriales, urbaines et architecturales qui touchent cette région. Le contexte y était et y est toujours, me semble-t-il, propice, en particulier grâce au soutien et à la confiance que les communes et le canton accordent à ce projet depuis le début. Ensuite, je pense que ce contexte dans lequel le SDOL évolue est aussi celui d'un changement profond. Jamais en Suisse, l'urbain n'a eu une place aussi importante. Jamais l'envie de ville n'a été aussi forte. Je suis convaincue qu'il est dès lors impératif de trouver des nouvelles méthodes de travail pour être à même de répondre à des questionnements devenus toujours plus complexes. L'histoire du SDOL peut se raconter en 3 temps. Au début, il y a eu une contrainte qui a débouché sur de nouvelles modalités de collaboration intercommunale. Mais surtout, il y a eu un changement de perspective. Un changement de perspective qui a abouti à une vision commune d'un territoire partagé. L'Ouest avait toujours été considéré comme un à côté, une périphérie ou une banlieue de quelque chose, d'un centre, une banlieue rurale ou industrielle et commerciale. Avec l'arrivée du projet du schéma directeur de l'Ouest lausannois, et en particulier avec la réalisation d'une maquette qui place au centre cette région, tout à coup, ce qui était considéré comme une périphérie devient une sorte de centre ou quelque chose qui fait un sens par rapport à lui-même et qui peut se construire par rapport à lui-même. Si au début le SDOL a été initié par une contrainte, je pense que très vite il a réussi à se transformer en un projet collectif. Il est devenu une sorte de vision du développement, c'est ce que montre cette maquette, puisqu'elle nous indique des lieux particuliers, des lieux sur lesquels les efforts doivent se concentrer. Donc des projets émergents, des nouveaux quartiers sont identifiés, je dirais, dès 2001, 2002, au moment de la réalisation de cette maquette. Les principaux espaces de référence, espaces publics également, sont déjà définis dans ce projet. Il est aussi soudain possible de comprendre le territoire avec ses éléments paysagers comme un patrimoine commun partagé entre tous. Je dirais que cette carte du paysage, qui date aussi de 2001, fournit une sorte de clé de lecture à la cohérence d'ensemble de cette région.
à l'issue de ce processus qui s'est mis en place donc depuis 2000 et qui a eu pour effet une sorte de changement de paradigme, les communes décident de créer un bureau du SDOL, c'était en 2003, et d'engager un chef de projet qu'elles ont chargé de la mise en œuvre du schéma directeur de l'Ouest lausannois, donc de la mise en place, finalement, de la mise en œuvre de toutes ces visions et toutes ces lignes directrices contenues dans ce document ou dans cette maquette qu'on vient de voir. Intervient alors le temps de la recherche et de l'exploration, de la mise en cohérence du projet. Le but de cette toute première étape, finalement, c'était de comprendre que l'Ouest était fragmenté, était composé d'entités qui avaient travaillé dans des logiques du chacun pour soi, qui avaient essayé qui géraient leur territoire à l'échelon qui leur était propre. Donc avec le schéma directeur, je dirais la première impulsion qui a été donnée, je crois, c'est de trouver des moyens de collaborer et de jeter des ponts, de mettre en cohérence le travail de chacun dans une vision d'ensemble. Il y a aussi eu le besoin de se mettre en cohérence avec le projet d'agglomération, donc finalement notre contexte, encore une fois, plus large dans lequel l'Ouest s'insère également. Et le SDOL, à ce titre, forme aujourd'hui un sous-ensemble de ce projet plus vaste. L'idée fondamentale du schéma directeur, je crois, c'est de désenclaver, c'est de quitter la logique des grandes entités monofonctionnelles pour faire des morceaux de ville mixtes et vivants. L'idée, c'est aussi de tisser des réseaux par-dessus les grandes césures territoriales, comme l'autoroute ou le chemin de fer ou le métro ou les grandes routes cantonales, de tisser ces réseaux pour relier des villages et des morceaux de ville ou des quartiers de l'Ouest lausannois, de les relier par des espaces collectifs et de constituer de cette façon-là une sorte d'archipel dont les îles seraient toutes reliées entre elles. Je pense un principe qui nous a aussi guidés durant cette phase d'exploration, c'est celui de consacrer les projets au vide, d'investir ces non-lieux qui existent un peu partout dans l'Ouest lausannois, ces non-lieux qui sont souvent des routes de transit, qui sont des routes qui ont un potentiel de devenir des rues, de devenir des éléments structurants, de devenir une ossature d'une ville à venir. C'est en quelque sorte de créer du domaine public, là où le sol est géré par le privé uniquement, et d'où il sera impossible de faire émerger un réel espace collectif, si ce n'est de l'investir et de lui donner une valeur et un usage public. Cette carte ici nous montre un état, je dirais, aux environs de, je pense, fin 2008, qui montre la première mise en cohérence, je dirais, des projets qui ont été échafaudés à partir de 2003, où on voit que sur l'échelle des projets s'est affinée, où on voit toujours ces points forts, ces accents posés dans le territoire, qui sont reliés entre eux par un réseau d'espaces publics et qui s'insèrent finalement dans une topographie, dans un paysage qui est propre à cette région. Durant cette phase d'exploration, on a pu, je crois, rentrer de plus en plus dans le détail des projets, s'approcher du terrain, regarder plus finement de quelle manière des liens entre des quartiers, des morceaux de ville et de quartiers de nouveau peuvent être établis. Ici, nous trouvons près de la gare de Renan, sur les communes de Crissier d'Écublanc et de Renan. Et là, de nouveau, on voit finalement comment, au travers d'un projet, on peut explorer un territoire, on peut commencer à chercher à comprendre quelles sont ses qualités, quelles sont ses spécificités, comment et où est-ce qu'on peut l'investir, comment est-ce qu'on peut le requalifier, comment est-ce qu'on peut le densifier, comment finalement est-ce qu'on peut le transformer et quelle est sa destination. Le troisième temps dont j'aimerais vous parler, c'est celui qui s'ouvre, je crois, en fait, devant nous, qu'on a à peine entamé. Toutes les grandes lignes directrices urbanistiques du
du schéma directeur, je crois, elles sont acquises, elles ont été esquissées. On connaît le réseau des transports qui va irriguer ce territoire. Les visions aussi, elles ont été esquissées, elles ont été intégrées, je crois, par les acteurs de ce territoire. Les structures majeures ont été définies. Donc les années à venir sont les années qui pourront être consacrées aux projets architecturaux proprement dits et aux chantiers qui s'en suivront. À ce titre, j'aimerais passer en revue trois lieux qui sont des lieux, je pense, particulièrement symboliques et qui seront décrits un peu plus en avant tout à l'heure par Bassel Farah et par Monsieur Emmanuel Jalbert et Madame Hervieux. Voilà, excusez-moi, j'y suis. Voilà, nos heureux et voilà, lauréats du concours de Malais-Centre. Ici à la gare de Renan, donc toujours ce souci bien exprimé par cette vue d'introduire un élément de liaison et de cohésion entre communes, entre 4 communes en l'occurrence ici, mais aussi d'investir le vide par un espace public, les places de la gare au nord et au sud, et aussi associer à ce projet de requalification du vide un projet de densification et de requalification des abords bâtis des quartiers alentours. Voilà à quoi ressemble ce site aujourd'hui, qui va être très profondément modifié dans les années à venir, puisque le chantier sur la gare de Renan va s'ouvrir en 2013, s'accentuer entre 14 jusqu'à 18-19. Voilà l'autre exemple qui est Malais, où nous venons de juger un concours sur la morphologie urbaine et sur les espaces publics, qui se situe au pied d'une halte RER qui aujourd'hui déjà est en chantier, en construction, qui va ouvrir ses portes cet été. Et là aussi, de nouveau, ce projet va nous permettre d'investir un lieu qui a dormi pendant de nombreuses années parce qu'il avait été délaissé par une industrie qui était florissante il y a 30, 40, 50 ans et qui attend finalement que la ville puisse s'en emparer. Ou encore un projet de route, cette fois. Ici, dans le secteur des PFL, une route qui était une route cantonale, une route de transit qui reliait Lausanne à Genève et le long de laquelle il n'y avait pas raison de s'arrêter. Entre-temps, la ville, là aussi, s'est installée aux abords de cette route. Et donc, c'est ce genre de projet sur lesquels nous travaillons aussi dans plusieurs endroits dans l'Ouest lausannois. Donc là, le chantier est ouvert, vous le vivez, il crée des complications, je crois, pour ceux qui doivent y circuler maintenant. Mais l'objectif est bien de ce lieu, d'en faire un lieu qui puisse se mettre en relation avec ses environs pour que les habitants et les utilisateurs de cette partie de l'Ouest lausannois puissent se déplacer dans un environnement de qualité. C'est donc une période de réalisation qui s'ouvre devant nous avec tous ces défis. Il faudra continuer avec le projet à rechercher, douter, recommencer, mais aussi à négocier la qualité et les contributions à la collectivité. Mon souhait le plus fort est que tous les projets dont les contours ont été esquissés jusqu'à présent puissent, une fois réalisés, révéler les spécificités de cette région. Qu'ils puissent contribuer à recoudre ces fragments de villes pour leur donner du sens, pour que se tisse un récit mis en scène par autant de pièces à conviction. Je vous remercie. Voilà, merci. 10 minutes, c'est court pour parler de tout un schéma directeur, mais les choses sont plus claires. Et puis, bien sûr, l'exposition amène plus d'explications et de détails. Maintenant, nous allons voir 2 projets aussi très brièvement. D'abord, Bassel Farah va nous présenter le rayon vert. Bassel Farah était professeur d'architecture et d'urbanisme avec Philippe Bonnaut à l'EPFL en 2008. Il a collaboré avec divers bureaux d'architecture en Suisse, à Abu Dhabi et à Dubaï jusqu'en 1999. Et de retour en Suisse, il s'associe avec Danilo Mondada, puis avec Olivier Fazan, avec qui il fonde Farah Fazan, architecte et urbaniste.
Parallèlement, il fonde avec Christina Zumboulakis le bureau Farah et Zumboulakis, architectes. Et en 2007, il gagne donc, avec le bureau Farah Fazan, le concours pour la gare de Renan, avec le projet Le Rayon Vert. Merci, Bassel, de nous présenter ce soir. Oui. Ça marche? Oui. Et puis ça, c'est pour passer le slide. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour cette introduction complète. Merci à Ariane pour avoir planté le décor. C'est vrai que ce soir, j'ai l'honneur et la joie de présenter au nom des auteurs de ce projet Rayon Vert ce projet épopée qui donc dure depuis un moment puis qui va continuer encore un moment. Mais c'est un peu aussi l'histoire de ce lieu, c'est l'histoire de l'Ouest. Comme l'a dit très justement Ariane dans son exposé, c'est une question de désenclavement. C'est vrai qu'on se trouve dans un lieu où les pièces sont séparées les unes des autres et un des grands défis qu'on a aujourd'hui, c'est désenclaver ces pièces et puis de leur donner une continuité urbaine. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette photo aérienne du site de Renan, on a une rivière de fer. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet. Mais cette rivière de fer, qui est une césure dans l'agglomération, est en même temps le flux nerveux qui fait qu'une agglomération urbaine pourra prendre naissance et puis se développer favorablement dans ce lieu. Donc c'est la ressource même que l'on doit utiliser pour pouvoir aménager les lieux de demain. Donc c'est cette idée de continuité urbaine, de continuité des flux des piétons et de continuité de la vie publique qui nous a animés lorsqu'on a commencé à réfléchir sur ce projet. Et l'idée, c'est vraiment un lien entre deux milieux, de part et d'autre des chemins des voies de chemin de fer. On le voit ici, c'est vraiment un lien du nord au sud. C'est un sol public qui part de part et d'autre et qui permet de faire ce lien disons, entre les deux côtés de cette rivière. C'est un lien qui, en même temps, permet donc un aménagement de continuité. Dans notre esprit, cette continuité est symbolisée, on le voit sur ce dessin, par ces lignes qui traversent les chemins de fer de manière perpendiculaire et qui sont le vecteur de tous les aménagements nécessaires à la vie et aux fonctions urbaines et publiques de cette place. Donc en même temps, les deux places sont le premier élément de ce passage et sont accompagnées d'une passerelle qui donc c'est un élément visible, un élément, qui passe par-dessus les voies, contrairement à une proposition qui aurait été de passer par en dessous sans voir réellement ce lien urbain. Ces deux places contiennent également toutes les fonctionnalités nécessaires à une vie d'une agglomération d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une interface de transport public majeur. On a ici un nombre de bus incalculable qui va passer par heure et qui va permettre à la gare de Renan de travailler comme un hub majeur. On dit que c'est la 3e gare du canton. Donc réellement, elle a besoin d'être connectée et uniquement avec du transport public pour pouvoir vivre et avancer dans son rôle de moteur dans l'agglomération. On voit ici cette idée, un sol qui s'élève depuis le nord. Donc on prend cette place et on s'élève avec cette passerelle pour passer par-dessus et s'avancer vers le lac et descendre au sud. Et c'est vrai que c'est cette idée de lien naturel donc, qui traverse cette place, ces voies que l'on voit ici, un lien visible et puissant par-dessus les voies de chemin de fer qui s'exprime par cette passerelle. Les aménagements de ces places s'appuient sur une idée simple qui est inspirée des voies de chemin de fer. C'est-à-dire on a
repris l'idée des voies de chemin de fer avec leur entr'axe. Et dans cette idée de voie de chemin de fer avec cet entr'axe de 1,55 m, on y a installé l'ensemble des aménagements nécessaires à la vie d'une place publique, à savoir les arbres, les plantations, les bassins, les panneaux d'affichage, les candélabres, l'éclairage, etc. Et ce qui donne un aménagement simple, en même temps exprime symboliquement cette continuité entre les deux rives. L'arbre qui orne ces places, c'est le tilleul, naissance indigène, qui a été choisi par Jean-Yves Le Baron, le paysagiste, et qui contribue à donner des coins d'ombre également, des coins où on peut se tenir et on peut converser et vivre en tranquillité, sachant que c'est un espace de dynamisme, c'est-à-dire que c'est un espace qui n'est pas à l'extérieur, c'est un espace très central qui va concentrer énormément de mouvements. Et c'est pour ça que c'était important de pouvoir aménager quelques espaces où on peut s'asseoir, on peut attendre, mais en même temps laisser la place, la plus grande place au mouvement. L'image de ces aménagements, donc les bancs, les eaux de surface, les plantations, tout est pris par rapport à ce système qui mène vers les voies de chemin de fer, qui est quand même l'objectif à atteindre dans ces places. On voit également ici l'accès sud à la passerelle, que l'on voit plus en détail ici. La passerelle a été optimisée avec nos ingénieurs, qui sont Igénie, qui ont travaillé beaucoup sur la formalisation de ce bâtiment, on va dire, c'est un petit bâtiment. Elle a été optimisée selon plusieurs critères. Le premier, c'est d'avoir des éléments de construction qui ne dépassent pas une certaine hauteur pour pouvoir les déplacer et les transporter. Donc ça, c'était un des critères très importants, ce qui nous a contraints. Donc c'est une des contraintes qui permet de limiter la hauteur de ces membranes structurelles. Et la deuxième, c'est les pentes de toit qui devraient permettre d'évacuer de façon efficace les eaux pluviales. Et c'est entre ces deux contraintes qu'on a travaillé cette passerelle polygonale qui permet de finalement nous donner on voit ici une des maquettes d'élaboration de cette forme, de cette morphologie, qui résulte en fait de la résolution de ces contraintes. Une résolution plus fine également a été élaborée, même ces derniers temps, afin de minimiser la matière utilisée dans ces structures. On utilise vraiment dans les parties tendues beaucoup moins de matière que dans les parties comprimées, ce qui permet d'enlever encore du poids de l'acier, afin d'optimiser également le prix de revient de la passerelle. Donc là, on voit également quelques détails qui permettent de voir cette optimisation structurelle par rapport à la passerelle. Tout ça pour aboutir à une structure arborescente, donc qui depuis le début de l'idée du projet, la structure arborescente devait symboliser ce rayon vert, parce que c'est un lien vert, et l'ingénieur a réussi à exprimer cette verdure dans une structure arborescente qui, à la fin, lorsqu'on se déplace dedans, on a cette impression de vivre dans cette passerelle verte. Je dis passerelle, mais en fait, c'est une place surélevée. On se balade sur un espace public surélevé qui est un lieu de vie, mais en même temps, il a une fonction très importante et primordiale qui est l'accès au quai. C'est-à-dire quand même, c'est l'accès principal au quai des voies CFF, qui va être aménagé ici par ce biais. Voilà, j'arrive à la fin de cet exposé que je sais que c'est bref pour l'intensité des informations qui peuvent être contenues. Mais c'est important ici de dire que le geste que l'on voit ici paraît simple à premier abord, et que le travail accompli, et peut-être on est encore au début, comme cela a déjà été dit, on est au début du chemin. Je pense que c'est un grand travail qui reste encore à
à faire pour aboutir à cette image-là. Cette image-là, finalement, c'est ce rayon vert qui permet de jour et de nuit d'avoir cette expression de lien forte, de lien visible et, entre ces deux parties de l'agglomération, et un symbole d'un franchissement supplémentaire qui permet de concrétiser encore une fois ce grand projet qu'est le PALM, qui est le SDOL. J'aimerais juste dire que ce travail ne serait pas possible sans l'engagement extrême et vraiment appuyé de tous les partis, tous les acteurs en présence. Je dis à titre d'exemple, c'est important de savoir, ici on a 7 maîtres d'ouvrage qui sont les communes, le canton, le schéma directeur de l'Ouest lausannois, les CFF en différentes entités, et toutes ces parties qui travaillent avec une grande intelligence ensemble pour pouvoir avancer un projet. Alors c'est un grand plaisir de faire partie de cette aventure et de voir avancer pas à pas jusqu'à la réalisation que j'espère, comme l'a dit Ariane, en 2018, on pourra le voir ensemble. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'ai juste, avant de passer à la présentation suivante, j'ai oublié d'excuser la présence de Pierre Feddersen qui était annoncé dans le programme, mais qui a été retenu par une réunion à Zurich. Il est très désolé parce qu'il nous a dit qu'il aurait préféré 1000 fois être avec nous ce soir, mais c'était impossible. Donc Pierre Feddersen est l'auteur, l'urbaniste auteur du schéma directeur. Donc son travail est exposé. Nous allons maintenant passer au tout dernier concours de l'Ouest, dont le résultat vient d'être annoncé. Il s'agit des coulisses de Malais, dont les auteurs sont le bureau de paysage in situ, basé à Lyon, représenté par Emmanuel Jalbert, et le bureau d'architecte et d'urbanisme FHY, basé à Paris, et représenté par Astrid Hervieux. Emmanuel Jalbert a créé l'agence in situ en 1990. Il a travaillé notamment avec Alexandre Chemetov et Michel Corajou. Il a été paysagiste conseil à Grenoble et à Lyon et enseigne à l'école du paysage de Versailles et dans les écoles d'architecture à Paris, Lyon, Grenoble, Montréal et Genève. Astrid est cofondatrice de l'agence FHY en 2006. Ils ont fait de nombreux concours et ont gagné notamment, je cite uniquement ceux qu'ils ont fait près de chez nous, donc l'écoquartier des Sherpines à Genève. Ils ont reçu le premier prix pour ce concours et ils ont un 3e prix pour l'esplanade de la gare des Eaux Vives à Genève et pour les jardins de la Rouvenat à Montreux. Comme je vous l'ai annoncé, donc, nous aurons l'occasion de connaître davantage leur projet le 28 mars. Et je leur passe maintenant la parole pour nous dévoiler les coulisses de Malais. Est-ce que vous voulez le micro ? Oui. C'est bon ? Pour changer l'image, c'est ici. Okay. Bonsoir, donc ça marche. Donc nous avons un petit exercice un peu difficile ce soir, c'est-à-dire vous présenter un petit peu le projet, tout en gardant un petit peu pour le 28 mars. Date à laquelle on vous le présentera plus en détail, donc c'est un peu un teaser ce soir. Donc, nous sommes très heureux d'avoir appris que nous avions gagné ce concours, d'être le premier jalon d'un projet plus vaste qui est celui de Malais, et de s'inscrire dans un projet encore plus ambitieux qui est celui du schéma directeur de l'Ouest lausannois. Donc juste un mot sur quelle était la commande et comment nous l'avons interprété. Donc déjà, dans le programme du concours, il y avait une énorme pression sur la constructibilité, la masse bâtie. Donc évidemment, on est dans un contexte avec plusieurs nouveaux transports. Donc toute cette ambition se justifie totalement. Et la deuxième demande, et qui nous paraissait être cruciale dans la façon dont il fallait aborder le concours, c'était trouver une identité pour ce nouveau quartier. Et c'est vrai qu'en général, pour les projets urbains et les nouveaux morceaux de ville, toute la difficulté réside justement
la qualification d'un projet, d'un quartier de ville nouveau, sans tomber dans du générique et éventuellement des quartiers peut-être un peu décevants ou un peu fades. Donc voilà, pour trouver cette identité-là, alors évidemment nous sommes venus, nous sommes questionnés sur quel était l'essence de ce territoire. Et j'aime bien ce plan parce qu'il montre qu'en fait, depuis un moment, et on le voit bien là-dessus, c'est que Malais Centre, qu'on voit en orange, s'inscrit dans un énorme sillon logistique qui a desservi l'agglomération, le centre de l'agglomération, celle de Lausanne. Donc qui a alimenté la ville en énergie, en aliments, en marchandises. Et donc on a une forte, dans le territoire, le tracé est-ouest est extrêmement prégnant et prédominant. Donc ça, c'était un élément fort de l'analyse qui a fait que nous avons abouti à ce système de coulisses. On a des liaisons évidentes est-ouest sur lesquelles il fallait juste s'appuyer et révéler. Donc ce qui explique notre projet de coulisses. Donc on a un envers des villes. Donc on bascule dans comment le réintégrer à la ville. Donc se pose la question de la forme urbaine. On a tout de même été charmé par, évidemment, les friches industrielles sont toujours très fascinantes parce qu'elles sont justement une rupture d'échelle dans un tissu plus domestique ou habité. C'est un lieu où on ne va pas mais qu'on aperçoit de loin, qui a une certaine prégnance, mais bon, qui est quand même, ce que je disais, l'envers de la ville, un endroit où on ne va pas. Donc d'où la fascination que ça peut exercer. Nous avons voulu garder dans le projet l'idée qu'on pouvait éventuellement retranscrire cette idée de monumentalité et de grande échelle. Voilà, donc des bâtiments singuliers. Donc ce qui est la deuxième grande idée du projet, c'était de refabriquer des silhouettes singulières et étonnantes. Voilà. Juste un mot pour dire que le site évidemment n'était pas vide. On a justement des traces de ces éléments, de ces architectures industrielles, notamment évidemment par le gazomètre et d'autres éléments qui vont rester, le Magésie, le SIL, qui sont des bâtiments encore logistiques et qui sont de très grande échelle quand on voit l'échelle des bâtiments autour. Voilà. Ensuite, le principe des coulisses, qui trouve sa pertinence également dans le voisinage. La liaison vers la vallée de la Jeunesse, l'idée d'une grande promenade et liaison avec le reste du périmètre de Malais. L'avenue de Malais également, au nord. Voilà, qui sont en fait, pour cela, des éléments qui préexistent. Voilà, qu'on voit, voilà, donc quartier du Chêne, Martinet, les grandes liaisons que les coulisses vont nous permettre d'établir et de conforter. Voilà. Ensuite, évidemment, l'idée c'est de pas refabriquer un quartier monumental, évidemment, c'est de pouvoir allier ça avec une nouvelle manière d'habiter, donc pouvoir par ces transversales redonner une échelle de proximité au quartier. Donc voilà, on a les transversales qui vont relier les nouvelles connexions, la gare de RER au nord-est. On va essayer de retrouver, si c'est possible, des connexions avec l'avenue de Longemal et le théâtre. Donc on bascule donc du grand territoire vers une échelle plus à l'échelle du quartier, quoi. Voilà. Enfin, on espère donc par les procédures que nous découvrons actuellement, pouvoir trouver une façon de concrétiser et d'insuffler une dynamique auprès des futurs bâtisseurs qui pourra développer l'idée de silhouettes contrastées qui d'une certaine façon évoquent le passé industriel du site, mais qui en fait ne sont pas du tout un pastiche de silhouettes, mais qui sont censés trouver des solutions dans la façon dont on pourra utiliser éventuellement des panneaux solaires pour les toitures, des jardins d'hiver, et surtout par les contrastes
et des gabarits variés, fabriquer non seulement des vues dégagées, un meilleur ensoleillement pour les habitations, mais également ponctuer toutes les promenades que nous aurons établies dans les coulisses, dans le quartier. Donc Manuel Jalbert va nous développer sans doute plus l'aspect sur les vides. Bonsoir. Donc je voulais insister sur le fait que c'est un travail qu'on a fait en tandem urbaniste et paysagiste, convaincu que la ville se fait autant par les vides que par les pleins. Et que c'était dans cette espèce de dialogue intense et continu entre ces lignes d'espace public et les volumes bâtis qu'on pouvait tisser quelque chose d'assez particulier. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'attitude qu'on a globalement sur les territoires, elle consiste à les regarder de façon positive. C'est vrai que quand on se balade sur le quartier, on a effectivement un espace en friche. On nous a dit que c'était une des plus grandes friches de Suisse. Et en même temps, c'est un territoire qui a d'un potentiel formidable. D'abord, il y a l'espace disponible. Ensuite, on a un patrimoine industriel qui est quand même assez marquant, notamment à travers cette boule de gaz qui est assez fantastique. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des équipements culturels tels que le théâtre, des entreprises qui sont présentes sur le site, et puis toute une histoire. Donc notre propos, c'est surtout de ne pas faire table rase de tout ça, mais plutôt de conforter une situation, de venir prendre appui sur ces lignes qui existent. Les coulisses, elles viennent simplement, elles font écho à la voie ferrée, elles font écho à toute cette structure du territoire qui est tendue entre Lausanne et le Jura. Et on vient simplement glisser entre les bâtiments ces systèmes de venelles, d'allées piétonnes. On a utilisé un peu le terme de portée musicale, c'est-à-dire que c'est un peu comme une partition de musique sur laquelle on vient accrocher les arbres, les bâtiments. Et de ce fait, c'est plus qu'un projet, c'est un processus de transformation progressive de la ville qu'on propose de mettre en place. C'est-à-dire que le projet n'est pas ficelé, il va évoluer considérablement, mais c'est surtout un processus qui permet que la ville se constitue pièce par pièce, et c'est un système aussi qui accepte une certaine souplesse des mutations possibles. Il y a trop de projets actuellement de ZAC ou autres qui sont tellement figés, tellement dessinés qu'elles mettent un temps fou à sortir. Donc ce qui nous semblait important, c'était vraiment de mettre en place cette règle d'écriture qui peut accepter variation, comme une partition de musique. Voilà. Donc ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est qu'on a cherché à avoir une gradation d'espace entre les différentes places qu'on voit ici, la place qu'on a appelée la place ouverte, qui est au contact de la halte RER. Je ne sais pas si vous la voyez, enfin, elle est en haut à droite. La place couverte, qui est dans le prolongement de ce qui a été nommé l'axe culturel, c'est-à-dire un passage qui va passer sous les voies ferrées et qui va rejoindre la place du théâtre, et le parc. Le parc étant un élément aussi essentiel, où on s'est attaché à installer une continuité entre ce grand espace vert et puis des continuités de promenade qu'on voit ici à l'est et à l'ouest, qui permettent d'installer des continuités de parcours. Cette notion de parcours est pour nous essentielle, et on s'est attaché aussi à proposer des espaces publics qui soient très hiérarchisés, des plus urbains et minéraux comme la place ouverte, aux espaces les plus fertiles qu'on peut voir sur ce plan. Et puis la position de la boule de gaz, c'est pas ça du tout. La position de la boule de gaz est aussi assez importante. Et effectivement, on a composé un peu ce dessin par rapport à cet espace, enfin ce monument, il n'y a pas d'autre mot, qui est au cœur même du quartier et qui mérite d'être entièrement révélé. On a travaillé aussi sur l'eau, enfin on travaille sur l'eau. C'est un site qui est pollué, qui empêche qu'on réinfiltre les eaux. Donc on propose tout un système de collecte des eaux de surface qui peuvent être stockées et permettre également d'alimenter des bandes de jardins familiaux. On a plusieurs réalisations actuellement en France de jardins familiaux au contact au sein même des quartiers. C'est une demande qui est très forte et qui nous semble compatible avec une façon d'habiter ce quartier. Donc c'est une de nos propositions également. On peut peut-être passer à l'image suivante. Pardon. Donc on voit ici une perspective qui est assez sommaire, qui permet simplement de se représenter les volumes bâtis et l'importance qu'on peut donner au vide. C'est-à-dire qu'effectivement,
La densité demandée, à laquelle on a répondu, on a choisi effectivement d'avoir des bâtiments qui soient relativement hauts à certains endroits, mais qui permettent aussi de retrouver des vides assez conséquents en partie centrale du quartier de Malais. On insiste aussi sur quelque chose qui est pour nous très important, c'est la notion d'usage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des choses qui soient jolies, mais des espaces qui vivent. Ce qu'on salue aussi dans ce concours, c'est qu'en fait, il nous a été demandé de travailler à la fois sur la morphologie urbaine, mais aussi sur les espaces publics. Et ça, c'est pour nous des choses qui sont absolument indissociables. L'espace public, c'est vraiment l'espace partagé qui doit pouvoir vivre au quotidien. Donc, on se propose de développer toute une série de thématiques d'usage à travers le parc, les places, les venelles, de façon à ce que ce lieu puisse être habité de la meilleure façon possible. Et moi, j'aime bien le terme de voisinage. C'est un mot qui, pour moi, a beaucoup de sens et qui explique aussi la façon dont on veut faire côtoyer les habitants, les activités, qu'elles soient culturelles, économiques ou autres. Mais c'est vraiment l'idée que l'espace public, c'est un bien commun et c'est un espace dans lequel tout le monde peut se côtoyer. Image suivante. Oh bah pardon. C'est vous, c'est là ? C'est là ? Excusez-moi. On voit ici l'importance qu'on donne à l'eau, où au pied de la boule de gaz, on souhaite développer un bassin assez important qui permettrait aussi de réfléchir l'image de ce monument. Et on voit un peu le principe de ces lignes de plantation qui s'étirent de part et d'autre du site. Voilà le travail un peu en maquette. Je pense que c'était très important dans ce concours. Il a été demandé de faire des maquettes, ce qui aussi pour nous était un outil de travail pour apprécier un peu la volumétrie des bâtiments. On a des bâtiments qui sont très variés, avec des hauteurs importantes près de la voie ferrée et qui descendent progressivement au niveau du parc. Et on voit ici un peu l'étagement, l'épanelage qu'on propose. Et on voit aussi ce jeu de tissage intense entre la végétation, l'eau, c'est le reflet doré que vous voyez au milieu, et les bâtiments. Voilà. Non, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il y a un travail très important à faire, qu'on va mener les prochaines années avec tous les services, qu'on est tout à fait enthousiaste, parce qu'on n'a pas toujours la chance de travailler sur des quartiers qui ont autant d'atouts, et que voilà, on est ravis de participer à cette aventure. Et il me semble que ce quartier a notamment un atout formidable qui est celui de pouvoir croiser à la fois la culture, puisqu'on a des équipements majeurs comme le théâtre, l'activité économique, la nature, puisqu'on peut développer un parc, et révéler la mémoire de ce site et affirmer une certaine modernité. Voilà. Merci beaucoup. Après donc ces deux exemples de projets d'architecture, d'urbanisme et de paysage, on va passer à la présentation de l'exposition proprement dite avec Laurette Cohen. Laurette Cohen est journaliste culturelle, spécialiste de l'architecture paysagère. Elle écrit notamment pour le quotidien Le Temps et elle est coéditrice avec Carole Lamblay du livre L'Ouest pour l'horizon. Ce livre a donné naissance à l'exposition. Et elle est donc commissaire de pièces à conviction. Elle n'en est pas à sa première exposition sur le sujet puisqu'elle a créé la manifestation Lausanne Jardin en 2007. Elle a dirigé aussi l'édition 2000. Elle est aussi l'auteur des expositions À la recherche de la cité idéale aux Salines royales d'Arc-et-Senans et de Grands paysages d'Europe, créé pour la Fondation Manrique à Lanzarote et que j'avais eu la chance de montrer à Lausanne en 2009 à la galerie Lucie McIntosh. Laurette, je te donne la parole. Tu veux le micro ? Oui, Il faut le tenir assez près. Très bien. Et ces deux, ça ne se contredit pas, non ? Bonsoir. Il m'incombe de vous présenter l'exposition que nous avons préparée en équipe.
pour l'espace Archizoom. Mais en préambule, je vous dirai 2 mots du livre qui est apparu l'an passé, au printemps passé, que nous avons édité en collaboration, Carole Lamblay et moi. Les villes suisses se préoccupent actuellement de leur périphérie et les retravaillent. On a beaucoup parlé de Zurich, on a beaucoup parlé de Winterthur, on connaît ce que développe dans ce domaine la ville de Bâle. On ne s'était pas énormément intéressé à ce qui se passe sous nos yeux dans l'ouest lausannois. Lors d'une conversation avec Ariane Widmer en 2010, nous avons convenu qu'après 7 ans de travaux, d'études, il était peut-être temps de faire connaître ce projet qui se passe à notre porte. Et nous avons donc lancé le projet du livre qui s'est réalisé l'an passé et qui était un exercice un peu difficile parce qu'il fallait à la fois l'adresser aux premiers intéressés, c'est-à-dire les habitants de l'Ouest, et aussi au public plus averti, qui s'intéresse de façon plus pointue à la question des aménagements urbains. Le livre L'Ouest pour Horizon est un livre de description. Il fait le point sur les travaux qui ont été faits. Il donne également, il met l'Ouest lausannois en contexte, son histoire, son économie, la présence des grandes écoles, et il donne aussi une analyse politique, parce que ce qui se passe dans l'Ouest n'est pas seulement urbanistique, l'innovation réside également dans le travail de concertation politique. Il y a là 9 communes qui doivent quitter leur autarcie, leur vie en autarcie pour dialoguer et se constituer en un tout organisé, structuré. Et tout le travail du SDOL, toute la difficulté du travail du SDOL réside dans ce partenariat complexe. Les 9 communes, le canton, la Confédération aussi, qui soutient les projets d'agglomération. Et ces éléments doivent petit à petit faire en sorte que le tissu se tisse et se structure. La sortie du livre a coïncidé avec la remise du prix Wacker aux communes, aux 9 communes et au bureau du schéma directeur. Et il nous a paru ensuite tout naturel de le présenter sous forme d'exposition. Mais alors pourquoi l'exposition? Parce que une fois la phase d'étude achevée, il fallait annoncer les projets qui commençaient à naître et à donner une idée concrète de ce que l'Ouest allait devenir. Mais comment montrer un Ouest lausannois virtuel? Alors, c'est là que je voulais en venir. Voilà les partis pris que nous avons adoptés. Nous avons choisi de prélever dans l'Ouest lausannois et dans les travaux du bureau du schéma directeur des objets autour desquels nous vous proposons une explication en 3 parties. Nous vous expliquons ce que va devenir l'avenir, quelle est la méthode grâce à laquelle on y parvient, et nous vous donnons également le contexte de la situation décrite. Le bureau du schéma directeur a migré dans l'exposition pour les 2 ou 3 mois de durée. Il est là, il travaillera là. Vous trouverez sa table de travail, sa table de réunion, et sur la table la documentation, les publications, le bureau du SDOL. Donc SDOL, c'est Schéma directeur de l'Ouest lausannois. Le bureau du SDOL, donc, a publié une masse de publications qui sont à votre disposition.
Et pendant toute cette période, il sera présent, il tiendra réunion dans l'exposition de manière à ce qu'on puisse voir ce que cela signifie que de travailler sur un tel projet. Et aussi, c'est l'équipe du schéma directeur pourra répondre à vos questions, aux questions des étudiants. Enfin, il y a, la salle de conférence a été transposée également dans l'espace d'exposition, de manière à ce qu'il y ait un rapport direct entre les propos des conférenciers et ce qui est montré. Les 18 objets, les 18 pièces à convection peuvent se regarder sans ordre préétabli. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le tout doit, c'est un peu comme l'Ouest lausannois, le tout doit s'organiser en un tissu qui a sa cohérence. Vous trouverez à côté de chaque objet une fiche, mais à l'entrée, vous aurez aussi une enveloppe dans laquelle vous pourrez glisser vos 18 fiches et avoir toute l'analyse. Et vous y trouverez également une introduction qui vous donne les points de repère principaux. Enfin, notre intention était de vous plonger dans le climat particulier de cette périphérie en mutation, de mettre en évidence une méthode fondée sur le pragmatisme et la concertation, et enfin de dessiner un avenir urbain possible. Alors, à vous de juger, nous vous proposons nos pièces à conviction. Je dois, avant de vous laisser vous lancer dans l'espace Archizoom, remercier chaleureusement l'équipe d'Archizoom et son board qui nous a invités à exposer ici, l'équipe du schéma directeur qui a appuyé notre travail intensivement, le scénographe Yuri Kravchenko et Cyril Veillon. Et de même, Carole Lamblec, qui a soutenu mon travail pour l'exposition. Voilà. Alors, bonne visite. Voilà, merci beaucoup. Je précise que le livre L'Ouest pour l'horizon est en vente dans l'exposition par la librairie La Fontaine, dans le bureau du SDOL. Et puis, je vous invite à visiter l'exposition, à joindre aussi l'apéritif. Et en guise de conclusion, je dirais, donc vous avez compris qu'on est dans une vision d'avenir. Il y a beaucoup de projets qui sont faits, qui vont être faits, mais on a aussi beaucoup d'étudiants en architecture, heureusement. Et j'espère qu'on en aura besoin, j'espère que leurs talents pourront s'exprimer dans l'Ouest. Très bonne soirée.